Ce cours est en fait un approfondissement du cours que je vous ai fait sur la pharmacologie du système rénine-angiotensine. Dans la pharmacologie du système rénine-angiotensine, on avait parlé de 4 classes de médicaments, ces deux-là, plus les inhibiteurs de la rénine, plus les anti-aldostérone. Et souvenez-vous, j'avais eu en fait 1 heure pour vous le faire au lieu d'une demi-heure. On avait eu des problèmes techniques et je n'avais pas pu rentrer vraiment beaucoup dans les détails. Donc là, on va reprendre un format plus classique où je vais vous parler en particulier d'effets indésirables et on va approfondir la pharmacologie, la pharmacodynamie. Alors, le plan est le même chaque fois, hein. Pharmacodynamie, c'est les effets. Pharmacocinétique, effets indésirables, interaction, contre-indication. Il y en a énormément. Si vous regardez les pages du Vidal, eh bien, vous serez surpris de voir qu'il y a quantité d'interactions, de précautions, d'emploi, etc. Mon but est de vous les trier et de vous en sélectionner quelques-unes seulement pour que vous les reteniez, mais que vous les sachiez absolument. Voilà. C'est-à-dire que vous soyez entraîné à avoir le réflexe. Alors on va commencer par les inhibiteurs d'enzymes de conversion et j'aurais pu mettre exactement la même diapo pour les ARA2. Nos objectifs, vos objectifs, c'est de comprendre la pharmacodynamie des inhibiteurs d'enzymes de conversion pour comprendre et mémoriser les indications thérapeutiques. Je vous le répète chaque fois, mais si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous ne pourrez pas comprendre l'indication. Donc vous partez de la physiologie, vous allez à la physiopathologie et ensuite vous passez aux médicaments. Et enfin, raisonner sur les mécanismes d'action des IEC pour mémoriser leurs effets indésirables, leurs contre-indications, leurs interactions médicamenteuses. Donc, en 2 mots, ce que je vous ai raconté la dernière fois, je vous montre juste 2 diapos, mais je vous propose de retourner voir votre cours. Et encore aussi un mot, je ne corrige pas vos Ronéo. Vous savez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos Ronéo, parce que je pense que la responsabilité que prend celui qui prend la Ronéo est trop forte par rapport à son niveau de connaissance, même s'il nous le fait le corriger après. Peut-être que c'est un moyen d'exercer la pression sur les profs pour qu'on vous donne un jour une Ronéo, mais les diapositives de mes cours sont toutes conçues pour que vous puissiez travailler directement dessus. Donc téléchargez-les. Certaines fois, vous avez du mal à les télécharger, auquel cas, un de vous m'envoie et par email, je lui envoie exactement le fichier PDF. Donc aucun problème, n'hésitez pas, si vous avez du mal, je vous renvoie le fichier PDF. Téléchargez les diapos, imprimez-les en 6 par page, prenez vos notes et avec ça, vous avez tout compris. Mais tout doit se tenir sur une diapositive. Sinon, c'est que les diapositives sont mal faites. Ça, c'est mon principe. Donc, je ne corrige pas vos Ronéo et je suis surpris de voir qu'aux examens, la même faute se répète 50 fois parce que la Ronéo a été mal prise. Donc, avis à celui ou celle qui prend la Ronéo aujourd'hui. Je vous ai mis une sacrée pression. Pharmacologie donc du système rénine-angiotensine, pharmacologie simplifiée. Cette diapositive, vous l'avez vue, hein, mais je la répète, il faut que pour vous ce soit absolument évident. Hein, l'angiotensinogène produit par le foie est transformé par la rénine. La rénine provient des cellules juxtaglomérulaires du rein en angiotensine 1. L'angiotensine 1 circulante est transformée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 qui se trouve au niveau des cellules endothéliales du système vasculaire en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va agir sur ces récepteurs AT2. Récepteur AT1A, pardon. Alors c'est une erreur. Hein. Ah oui, non, voilà, parfait, très très bien. Sur les récepteurs AT1 pour entraîner la libération d'aldostérone. Et bien entendu, l'angiotensine 2 peut aussi agir sur les récepteurs AT2, mais je vous les ai mis entre parenthèses parce que leur rôle est moins bien connu. Donc ça, c'est une première notion. Tout se passe autour d'une angiotensine 1 circulante et la transformation angiotensine 1 angiotensine 2 se fait dans le sang circulant. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2 pour simplifier, IEC pour simplifier, transforment, bloquent certaines transformations. IEC est un inhibiteur d'enzymes, je vous en ai reparlé la dernière fois, on vous en a parlé aussi l'année dernière
au cours de la première année. Autant l'inhibiteur d'enzyme de conversion est un inhibiteur d'enzyme, autant les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 sont des molécules qui vont bloquer les récepteurs. Donc ce n'est pas du tout le même système d'action. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà un résumé. Retournez bien voir votre cours et ça suffira comme ça. Alors maintenant, avec les IEC, les indications. Base pharmacologique des indications des IEC. Il y a une indication majeure qui est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est 15 millions de sujets en France, sur 66 millions, c'est 1 milliard dans le monde. Donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Et vous comprenez pourquoi ces médicaments doivent être aussi bien connus, parce que ce sont des médicaments extrêmement prescrits dans l'hypertension. On dit que c'est des médicaments de première intention. Ça veut dire que quand vous démarrez le traitement, vous allez voir en stratégie thérapeutique, quand vous démarrez le traitement, vous avez le choix entre plusieurs classes. Eh bien, cette classe des IEC, classe pharmacologique, et apprenez bien la différence entre une classe pharmacologique et une classe thérapeutique. La classe thérapeutique, c'est les antihypertenseurs. La classe pharmacologique, c'est parmi les antihypertenseurs, les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Mais une classe pharmacologique peut avoir plusieurs indications thérapeutiques. Bon, petit rappel. Et là, je vous mets les autres médicaments de l'hypertension, les bêta-bloquants qu'on va voir lundi, et demain en TD, les diurétiques, les antagonistes calciques, qu'on reverra aussi demain en TD, et les ARA2. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 avec les IEC, grande classe pharmacologique pour traiter l'hypertension artérielle. Pourquoi c'est intéressant de bloquer le système rénine-angiotensine? Parce que, comme je vous l'ai montré plusieurs fois, cette diapositive, l'hypertension est une maladie plurifactorielle qui fait intervenir, en fonction des individus, divers types d'origine. Certains ont une sensibilité au sel exagérée, d'autres ont une sensibilité normale mais mangent trop de sel, les autres se laissent entraîner au poids et à l'obésité, dont on sait que ça fait de la résistance à l'insuline, dont on sait que ça active le système sympathique. Le système sympathique augmente l'activité du système rénine-angiotensine, augmentation de la transmission ganglionnaire, etc., de la part de l'angiotensine, donc véritable cercle vicieux. Tout ça peut créer de l'hypervolémie. Et là où on intervient avec le système rénine-angiotensine, c'est à deux niveaux. Ce carré du bas, là, que je vous ai entouré en jaune, qu'on appelle la vasomotricité, vasoconstriction artériolaire, quelque chose de fonctionnel. Donc ça doit être à peu près la troisième fois que je vous le dis, mais je pense que c'est très important que vous l'ayez bien compris. Le diamètre des petites artères, des artérioles, diminue sous l'effet de la contraction des cellules musculaires lisses vasculaires, et cette lumière diminuée oppose une résistance accrue. Et c'est ça qui fait monter la pression artérielle, beaucoup plus que le débit cardiaque. Donc l'angiotensine 2, même en parallèle aux catécholamines, etc., est un élément majeur. Et puis à côté de ces maladies, de ces anomalies fonctionnelles, il existe des anomalies dites structurales. Et ces anomalies structurales, elles pérennisent l'anomalie fonctionnelle. Elles la renforcent, elles l'exagèrent, si vous voulez. En fait, l'angiotensine 2 a un effet trophique, c'est-à-dire que de l'hypertrophie de la cellule musculaire lisse, plutôt que de la division, est capable, et de la production de matrices extracellulaires, est capable d'augmenter l'épaisseur de cette artériole. Donc, l'épaisseur va au-delà de la simple réduction de lumière, et vous avez les trois anomalies des artérioles dans l'hypertension, la raréfaction, l'épaississement et la réduction de lumière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anomalie structurale ou l'augmentation structurale des résistances périphériques. Voilà. Donc, on commence par entraîner de la vasoconstriction. Une vasoconstriction très prolongée associée à un phénomène trophique permet de fixer structurellement l'augmentation des résistances périphériques. Et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, en bloquant ce système-là, ce processus, permettent de réverser très progressivement, mois après mois, ces phénomènes-là.
Donc comprenez bien, vous voyez, je prends plus de temps pour expliquer maintenant que je n'en avais avant, ces phénomènes de vasoconstriction transformés en anomalies structurales. Les IEC donc bloquent, ça c'est le deuxième schéma que je vous avais montré la dernière fois, qui est un peu plus détaillé, mais en fait je l'ai ajouté ici juste pour vous montrer, pour vous rappeler ce petit encadré qui pour vous doit être absolument automatique, hein, ça, parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre cette physiopathologie si vous connaissez les effets de la stimulation des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. 1, la vasoconstriction, on en a beaucoup parlé. 2, la soif. 3, l'activation du système nerveux sympathique, augmentation de la transmission ganglionnaire. 4, la rétention hydrosodée, au travers de la sécrétion d'aldostérone. 5, l'augmentation en elle-même de la sécrétion d'aldostérone. Et 6, la diminution de la sécrétion de rénine, qui est un effet hormonal de rétrorégulation dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc si vous avez à la fois de la soif et à la fois de la sécrétion d'aldostérone qui va retenir de l'eau et du sel, eh bien, vous buvez plus d'eau, vous mangez plus salé. L'appétit pour le sel aussi, j'aurais pu le rajouter là, l'appétit pour le sel est un effet de l'angiotensine 2. Eh bien, vous augmentez la volémie en même temps que vous augmentez la vasoconstriction. Et je reviens sur la diapositive précédente. Et là, tout se met en place. Augmentation de la volémie associée à la vasoconstriction et aux anomalies structurales fait monter beaucoup la pression artérielle. Donc ça, c'était la première indication qui était l'hypertension artérielle.